Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle d'un film à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film dont on a déjà parlé dans le podcast. J'espère d'ailleurs que vous avez écouté cet épisode avant d'écouter celui-ci. Il s'agit de No Time to Die, Mourir peut attendre. On a fait un épisode sans spoiler la semaine dernière. Aujourd'hui, on attaque les spoilers, Thibaut. Donc attention, alerte rouge. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous conseille d'écouter celui-là quand même parce qu'on a donné un avis plus général sur le film, la réalisation, l'histoire, etc. Donc on a un peu parlé de tout ça. C'était vraiment la critique du film. Ici, on va pas faire la critique, mais on va vraiment parler du film, des différentes scènes qui nous ont marqués, des événements qui nous ont marqués. Il y a des spoilers forcément. Et faire un peu le tour de table entre nous deux de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Ouais. Et pouvoir en parler maintenant comme on veut, parce qu'avant on était un peu enchaînés, comme on dit. Donc si vous n'avez pas vu le film, oui, arrêtez ce podcast là tout de suite maintenant. Exactement, on parle surtout à nos amis français puisqu'il sort en France maintenant chez vous depuis un jour ou deux. En Belgique ça fait déjà une semaine qu'il est sorti, donc en général le public belge, en tout cas qui a très envie de le voir, l'a déjà vu. Pour les autres, revenez dans ce podcast un peu plus tard, n'allez pas plus loin si vous ne l'avez pas encore vu. Oui. Voilà. Et au pire, si vous avez envie d'être spoilé, pas de souci, restez. Oui, voilà, si vous en foutez de James Bond, alors restez, hein, vous allez avoir un peu l'histoire du pourquoi, du comment, pourquoi tout le monde en parle sur les réseaux sociaux de ce James Bond, quels sont les gros spoilers, voilà, c'est ici que ça se passe. Commençons le film au début. Oui. Si tu le veux bien, Thibaut. Mais je t'en prie, Guillaume. Toute première scène qui, moi, m'a beaucoup plu. Oui. Scène où nous voyons un homme masqué avancer comme ça dans la neige. L'homme au masque de plâtre. L'homme au masque de plâtre qui n'est pas... Bon, bref, vous l'avez compris. Qui n'est autre que le personnage de Rami Malek. Hein, déjà, première incohérence du film. Alors là... Rami Malek, qui a quoi, 40 ans. Oui, on reparlera de ça exactement pour dire... Voilà, il pour expliquer pourquoi ça... Oui. En vrai, c'est pas cohérent, mais... Il s'avance avec une sorte de Kalachnikov vers une maison isolée en Norvège, ou je ne sais où. Il se trouve que dans cette maison, il y a une femme... plutôt âgée, femme adulte quoi, et surtout une petite fille qui n'est autre que le personnage de Léa Seydoux, donc Madeleine, mais petite du coup, qui est là avec sa maman pépère, enfin sa maman pas pépère du tout parce que sa maman a pris des pilules, de l'alcool, bref elle est... Et que sa mère va se prendre quelques balles. Elle est fonce-dé. Et cet homme au masque arrive et rentre dans la maison un peu comme Scream rentrait dans une maison, donc c'est vraiment des séquences presque d'horreur. Parce que voilà, il se cache un peu derrière une porte. Enfin, tu vois, on voit l'apparition vite fait avec le masque. Ça donne un peu la chair de poule. Ça démarre bien. En tout cas, c'est assez rare qu'on démarre un James Bond sur une note pareille. Et surtout sans James Bond. Oui. Puisque d'habitude, dans les intros de James Bond, il y a toujours James Bond qui fait une connerie ou un truc. Et là, il n'y a rien. Il est pas là. Même si techniquement, la scène qui suit est toujours avant le générique. Et là, il y a bien James Bond. Mais c'est vrai que c'est rare. Alors après, honnêtement, j'ai pas souvenir de toute la scène pré-générique, mais c'est assez rare de ne pas avoir James Bond dans la première scène du film. Ouais. Bref, on comprend que ce personnage à la mitraillette tue la maman de Madeleine et voudrait également tuer Madeleine aussi. Il n'y arrive pas vraiment et il la sauve, bref, à la fin de la scène. Oui, alors il va essayer et puis finalement il va la sauver, les petites, enfin voilà, il y a un petit moment de ah non, finalement non. Ouais. Mais on va comprendre qu'il tue la famille de Madeleine, c'est important parce que la famille de Madeleine, ou le papa plus particulièrement Madeleine, qui appartient à Spectre, hein, l'organisation. Oui, c'est le personnage joué par machin Christensen, voilà. J'ai oublié son prénom. Merci, qu'on voyait dans Casino Royale et dans Quantum of Solace et qu'on revoyait encore dans Spectre. Voilà. Et donc lui est responsable de la mort de la famille du personnage incarné par Rami Malek, Lucifer Safin, si je me rappelle bien de son nom. Déjà ce nom. Bien vu. Excusez-moi. Et donc voilà, donc on comprend qu'il y a un peu une histoire, une backstory entre les deux et que ça va être le bad guy du film. Voilà, on a compris ça comme ça. Ouais. Et donc s'il a tué la maman de Madeleine, ça veut dire qu'il avait quoi, 18 ans quand il est arrivé avec cette mitraillette, ce qui n'est pas très logique. Il devait avoir, max la vingtaine, parce que quand on le revoit dans le film, honnêtement, je sais pas quelle est la différence d'âge entre Rami Malek et Léa Seydoux dans la vraie vie, mais il est censé y avoir au moins 15 ans de différence, sans doute 20, et non, on n'y croit pas.
On n'y croit pas, mais on n'y fait pas trop attention. Moi, je t'avoue que j'ai pas fait attention quand j'ai regardé le film. C'est après, quand j'ai réfléchi à cette scène d'intro qui m'a beaucoup plu, je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. Alors qu'ils ont 4 ans d'écart dans la vraie vie. Voilà, il y a un truc qui cloche, mais c'est pas grave. On va faire une impasse là-dessus. On sait bien que James Bond, c'est pas toujours l'exactitude dans les méchants, etc. Non. C'est rarement le but du film. Bref. Ils ont essayé de le vieillir un petit peu, Rami Malek. Tu sais, avec, avec sa peau brûlée et tout. Et tu vois qu'ils ont essayé de le blanchir ou le grisonner un petit peu. Très très légèrement, mais en vrai, non. On ne croit pas à la différence d'âge entre Rami Malek et Léa Seydoux dans le film, malheureusement. Donc dès le départ, on voit quand même une sorte de cohérence, mais bon, bref, on continue. Et là, on arrive sur Daniel Craig en James Bond et Madeleine qui sont en Italie en vacances quelque part. En vacances Bah oui, ils prennent du bon temps. Hein. Ils sont pas en mission en tout cas. Non. D'accord. Enfin, ils vont dans le village où Vesper est enterré. Exactement. Ils vont donc, aller appeler ça des vacances. C'est un tantinet exagéré. Baignade dans la mer, belle voiture, bel hôtel, c'est les vacances. Et donc ils arrivent à Matera, la jolie ville de Matera dans le sud de l'Italie, Matera, où en fait il va aller sur la tombe de Vesper pour lui dire un dernier au revoir en fait, hein, pour lui faire comprendre qu'il est passé à autre chose, hein, puisqu'il est dans les bras de Madeleine maintenant. Franchement, Eva Green, je pense que c'est elle qui a été dans le plus de James Bond de Craig, hein, au final. C'est vrai. Avec Craig. Oui, bon, on ne la voit pas dans ce film-ci, on voit juste sa tombe. Non, on voit juste sa photo, bien sûr. Mais on ne voit pas que sa tombe, puisque bim, badaboum, la tombe explose dès qu'il voit un petit logo de Spectre sur une carte de visite. C'est plus ou moins ça. Attention. Ouais. Et là, grosse première séquence d'action du film, puisque il faut retourner chez Madeleine, il faut se casser d'ici. Grosse course-poursuite. J'ai été piégé. Et oui. Et donc la grosse course-poursuite, c'est la fameuse scène de la bande-annonce qu'on voit où il doit se cacher sous un rocher, une voiture qui veut lui rouler dessus sur un pont. Il prend une corde, il saute du pont. Bref, c'est une scène qui est pas mal du tout. D'accord. Et puis il prend une moto, il va dans la ville, il saute comme ça. Donc dans la bande-annonce, il montrait toute la scène en fait. Toute la scène, tous les moments sympas de la scène, okay. Ils sont dans la bande-annonce. Oui, parce que je n'ai toujours pas vu la bande-annonce d'ailleurs. Et là, en tant que spectateur, on est un peu rassuré. Ah ben on peut le dire tout de suite, c'est une des meilleures scènes du film. Ça claque bien. Elle est géniale. Ça claque bien, il y a de l'action, il y a des cascades que Daniel Craig a faites sans doute, puisqu'on voit que c'est lui. Et on se dit, wow, balèze, hein. En plus c'est Kari Joji Fukunaga, il a jamais fait un truc comme ça, donc on se dit, ok, là ça envoie du pâté, donc on va être bien parti ici. Et voilà, qu'est-ce qui se passe après dans la suite de cette scène-là? Alors, il se quitte quand même où Bond dépose Madeleine à la gare, hein, au train. C'est vraiment ça. Littéralement. Il la dépose au train. Il dit, tu sais quoi? Oui, parce que attention, c'est important, il pense qu'il a été piégé par Madeleine. Hein. Voilà. Donc il se dit, c'est d'office, vu qu'il y a un truc de Spectre, c'est d'office lié à Madeleine. Et donc je ne lui fais plus confiance, nous ne sommes plus ensemble, blablabla, je la dépose dans le train. Et donc, histoire d'amour déjà terminée. Oui. Et premier indice. Oui, parce que oui. Si vous êtes attentif. Mais attends. Parce que oui, certes, le grand amour de Bond de la période de Daniel Craig, c'est Vesper, évidemment, c'est pour ça qu'il va sur sa tombe. Mais Madeleine devient le deuxième grand amour de Bond et grand amour. Et oui. Grand amour, puisque au moment de lui dire au revoir dans le train, elle touche un peu son ventre. Moi, j'ai vu ça du premier coup. Hein. J'ai vu ça, je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre ici. Donc voilà. Mais tu n'étais pas le seul. Vous l'aurez compris, Madeleine va avoir un enfant. Ah. On ne sait pas encore de qui. Voilà. Un enfant qui a des yeux bleus. Des yeux vraiment bleus et qui parle anglais. Non, je rigole. Et donc du coup... mais elle le dit à Bond, hein, quand il se retrouve, ce n'est pas... Oui, elle n'est pas de toi. Elle n'est pas de toi. Est-ce qu'elle ment ou pas? Vous le saurez dans la suite de cet épisode. Et là, on met une pub. Non, je rigole. Donc, du coup, on continue là-dessus. James Bond, voilà. On est 6 ans plus tard, du coup, 6 mois plus tard, 6 ans plus tard. 6 ans plus tard. Forcément. Mais oui, parce qu'il est retraité. Il est retraité, il habite en Jamaïque, dans une de ses anciennes demeures, d'ailleurs, qui était dans un autre James Bond. Je pense avec Sean Connery, d'ailleurs. Ouf. C'est le même location, tu vois. Et donc, du coup, il est tranquille chez lui, pépouze. Et là arrive, comment s'appelle son ami Felix Leiter. Felix Leiter arrive avec un espèce d'américain au sourire béat. Un beau gosse au sourire Colgate. Un beau gosse sorti tout droit de Emily in Paris, qui débarque du coup dans à Jamaïque pour lui dire, écoute, non, en fait, non, on a comme oublié pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'à Londres, entre-temps, il y a eu une attaque dans un bâtiment hautement sécurisé qui fabrique des espèces de petits robots
C'est pas des robots, c'est une technologie qui fait en sorte que que tu peux cibler des personnes grâce à leur ADN. Donc en gros, c'est les empoisonner en quelque sorte. Ouais. C'est un gaz, hein, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, je caricature le truc un petit peu. Et tu peux ne cibler que certaines personnes et plus leur entourage éventuellement, ou les personnes qui vont avoir des contacts grâce physiques à l'ADN, avec elles. Enfin bref, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et donc cette arme qui était financée par le MI6 a été volée. Super séquence aussi d'ailleurs. Oui, très bien, séquence violente aussi où on tue les gens, etc. Donc c'est vraiment, allez, on y va franco, quoi. Donc là aussi j'étais impressionné parce que je me suis dit c'est assez rare dans James Bond qu'on voit quand même des gens se faire exécuter comme ça. Enfin, j'ai pas beaucoup l'impression que c'est le cas dans James Bond. Si, non, ça arrive, mais hors caméra en général. Non, ça arrive aussi à l'écran, mais c'est pas toujours filmé de la même façon. Et ça fait beaucoup. Là, ça fait une grande différence. Ouais, on sent qu'il y a une maîtrise. Cary Joji Fukunaga aime bien, en tout cas, le cinéma un peu parfois d'épouvante, et donc il le fait un peu ressortir dans ces scènes-là. Et ce qui est très intéressant aussi enfin, je l'explique juste un peu parce que c'est un peu compliqué cette histoire de l'ADN. Juste pour faire simple, en gros, si on prend un de mes cheveux, ça va être compliqué, si on prend un de mes cheveux et que on décide de le mettre dans la machine, en fait on va pouvoir créer un gaz, et si on le sort, ce gaz là, en fait des espèces de petits robots invisibles vont rentrer dans mon corps et vont me tuer moi sur base de mon cheveu, en fait. C'est ça l'idée. Oui, si et ça peut tuer tous mes proches. Bref, en gros c'est une vraie bombe humaine, comme ça vous avez compris. Cette bombe est capturée, en tout cas prise avec un russe, d'ailleurs, au passage, oui, qui est capturé. Et donc du coup Felix Leiter arrive en Jamaïque et dit James, on a besoin de toi, we need you back, et tu dois aller à Cuba rencontrer une fille, etc. On va pas aller plus loin que ça. We need you back parce que Félix il est à la CIA, hein. C'est vrai, donc, Félix est à la CIA, mais donc il engage son ami Bond qui maintenant est à la retraite, donc du coup c'est un agent mercenaire. mais quelqu'un du MI6 arrive. Et oui, quelqu'un du MI6 arrive pour également voir Monsieur Bond. Il s'agit du nouveau 007 ou de la nouvelle 007, si je peux dire. Très badass. Très badass. Belle séquence d'échange. Hein. Oui. J'aime beaucoup leur dualité pendant tout le film. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et Lashana Lynch, vraiment, elle fait le taf. Elle a un putain de regard. Elle a un bon jeu avec son visage. Elle fait passer vraiment plein de choses. Et c'est assez cool de l'avoir affronté, entre guillemets, Bond. En ce cas, de lui faire face et de vraiment dire la relève est là, quoi. Exactement. Et donc Lashana Lynch, qui honnêtement fait tout à fait le job en tant que 007, la nouvelle 007. Pas avoir peur, hein. Les gens disent directement ouais, non, attends, une femme 007, qu'est-ce qui se passe, etc. Ce n'est pas James Bond, hein. C'est donc un autre agent qui a pris le matricule. Ben oui, parce que l'autre il est à la retraite. Exactement. On donne les chiffres donc qui ça ne sont veut plus pas dire, utilisés. Calmez-vous, ça ne veut pas dire que 007 maintenant est une femme noire. Hein. Il s'agit d'un moment dans un épisode de James Bond où il y a un nouveau 07 qui se trouve être une femme noire. En plus, il va le récupérer, son matricule. Et oui, elle va lui rendre, elle va être sympa, elle va dire écoute, c'est quoi James, c'est toi le 007. Ok, merci bébé. Et donc du coup, on continue. Il va à Cuba et là il rencontre le personnage de Ana de Armas, qui est aussi une agent qui est géniale. Et qui est géniale, qui fait semblant qu'elle est toute nouvelle, etc. C'est une super scène. C'est pas possible. Et je pense que je l'ai déjà dit dans l'autre podcast, mais j'ai vu plein de gens qui étaient sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur Twitter, qui disaient pourquoi on l'a vu que 10 ou 15 minutes, il aurait dû l'avoir beaucoup plus, j'espère qu'on la reverra dans d'autres films, etc. Moi en vrai je suis un grand fan d'Ana de Armas, et je suis très content qu'on ne l'ait vu que 10-15 minutes. Parce que un petit moment, au moins c'est nickel. Tu vois, c'est pas comme si le personnage avait été gâché ensuite dans d'autres scènes et que. Moi je me demandais à ce qu'on la revoit à un moment donné en mode il faut qu'on appelle tous ceux qu'on connaisse et puis on va appeler Anna, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais moi j'ai adoré cette scène et j'ai adoré ce qu'ils font du personnage, parce que voilà, ils ont un objectif, ils font ça. Hop, après objectif réussi, elle se casse et lui dit au revoir de manière toute gentille et puis hop, c'est fini, bam.
à l'essentiel, quoi. Elle lui dit au revoir, hein. Donc ils ne couchent pas ensemble. Elle lui dit au revoir, c'est ce que je dis. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que d'habitude James Bond, s'il y a une mission comme ça à Cuba avec une jolie cubaine, bah forcément il y a la scène du lit. Pas le cas du tout ici. Non, franchement c'est une et c'est très drôle d'ailleurs cette scène là où elle l'amène dans une espèce de cave à 20, lui il comprend, il a l'impression qu'on va directement passer aux choses sérieuses, mais elle lui tend juste un costume et elle dit vas-y change-toi quoi. Et donc du coup c'est assez marrant, ça donne très très bien cette scène là. Bref, on arrive à une réunion de Spectre à Cuba où là il y a le gaz qui est lâché par notre ami, j'oublie toujours son nom lui, donc Christophe Waltz, hein, qui s'appelle Blofeld, qui est en prison mais qui assiste à la scène depuis une espèce de deuil robotisé. Oui, c'est une caméra dans un œil. Non, mais c'est une caméra dans un œil. Oui, c'est ça, une caméra dans un œil. Et là, il met le gaz. Enfin, un œil artificiel. Hein. Et tout Spectre meurt. Et là, tu te dis, mais quel est le concept? Pourquoi est-ce que Spectre, ils meurent tous, le Spectre? Bah oui, parce que forcément, c'est Lucifer Safin qui est derrière tout ça. Mais ça, on ne sait pas encore à ce moment-là. Non, parce que le Russe a fait en sorte de tuer tout le monde et pas la personne qu'il était censé tuer, à savoir Bond. Bah oui, parce qu'il y a un gros speech avec James, c'est la fin de ta vie, et puis en fait tout le monde meurt sauf lui. Donc et c'est bizarre. Ils sont trompés. Il va de soi qu'après James part avec son ami, j'oublie toujours son nom, Felix Leiter, et l'agent du CIA, le beau gosse, dans un bateau. Et là, le beau gosse est un agent double. Il dézingue Félix Leiter dans une petite scène de noyade, puisque le bateau coule également. Bref, on va avancer parce qu'on peut pas... Rest in peace Félix. Bah oui, Rest in peace Jeffrey Wright. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On retourne à Londres, James rencontre M, ça va pas du tout, réunion de crise, etc. Où est-ce qu'on en est? Je ne sais pas. Et Madeleine revoit Lucifer Safin, puisqu'il vient dans son cabinet de psy avec son masque pour lui dire « Salut, je suis là ». Et il lui demande un service de... aller tuer entre guillemets Blofeld, puisque c'est également sa psychiatre, en allant à la prison avec de nouveau ce et c'est la seule à qui Blofeld parle. Exact. Et donc quand avec Bond, parce qu'ils vont se revoir, ils vont organiser une rencontre avec Blofeld évidemment, hein, et James est là et bon, Dieu sait que Christophe Waltz m'horripile de rôle en rôle. Autant là, voilà, il faut être honnête. La scène avec Blofeld, elle est vraiment top. Hein. De nouveau, hein, une scène qui pourrait être tirée d'un film d'horreur. Hein. Ah oui, oui, ça fait très Hannibal Lecter. Hein, tout à fait. Clair. Et donc voilà, on voit de nouveau les références du réalisateur. Et donc en effet, on a une scène un peu spéciale où il y a un échange entre Bond et Blofeld. Il se trouve que Blofeld meurt parce qu'il a été exposé au virus, enfin, une espèce de gaz. Et là, on a compris, Spectre, c'est fini. Lucifer Safin est le grand méchant du film, on l'avait déjà compris. Et là, il va falloir du coup détruire toute la réserve de Lucifer. J'en peux plus de son nom. Ouais, c'est un nom de merde. Qu'est-ce que je te dis? C'est vraiment un nom de merde. C'est un nom de merde. En même temps, c'est un méchant de merde, vraiment. Mais. Et c'est avant qu'on arrive à la partie où il faut détruire tout le truc de Lucifer, parce qu'en fait on aurait pu aller là directement dans le film. Donc le film fait 2h46, on précise. Mais là il y a un petit tournant. Le film par ailleurs, on va pas directement essayer de péter la gueule de Lucifer. On fait un gros détour quand même, hein, qui prend un bon 40 minutes. Parce que Madeleine quitte ce petit rendez-vous. Voilà, elle se casse avec Blofeld et laisse Bond parler à Blofeld tout seul. Et Blofeld meurt. Et Bond lui demande il faut retrouver Madeleine. Où est-ce que tu vas? Et Madeleine lui répond juste à la maison. Tu vois. Donc Bond, malin, il sait où il doit aller. Elle sait qu'elle va peut-être se faire choper parce que vu que Blofeld va mourir, bien sûr. Elle qui a le poison. Bref, du coup, il comprend qu'il doit aller la retrouver en Norvège. Et là où tout a commencé pour elle, il fait la route jusqu'en Norvège. Et là, c'est vrai que c'est un gros tournant du film parce que c'est pas, on peut s'en passer. Sauf que on apprend. On voit qu'elle a une fille, la fameuse fille qu'on a sous-entendue au début. Et cette fille-là a les yeux bleus. Un peu un sous-entendu que c'est ta fille, quoi. Hein. C'est pas dit clairement, mais en tant que spectateur, on comprend. En tout cas, on dit ok, bon, c'est peut-être la fille de James. Oui, et James se dit la même chose parce qu'elle a les yeux bleus et clairement. Craig a les yeux bleus hyper... bleu de chez bleu. Ouais. Il a les yeux d'un Fremen. C'est ça. Mais je trouve que, alors, après t'y crois pas, mais je trouve ça assez sympa qu'ils essaient de désamorcer le truc directement quand elle lui dit justement, elle est pas de toi, tu vois. Oui. Donc après, soit t'acceptes le truc ou pas, tu dis bon... Et là, on a quand même quelques scènes assez... Il y a les yeux, c'est bon, quoi. Là, il y a des scènes assez intéressantes où James Bond, par exemple, prépare une palette de fruits. Tu vois? Oui. Ça, tu verrais jamais dans un James Bond. James Bond papa. Enfin, James Bond papa James. Voilà. Enfin, techniquement pas papa, vu qu'il est pas papa, mais...
Oui, mais allez, tu vois, il est en mode caring, quoi, tu vois. Oui, c'est donc, James Bond le dimanche. Sauf que forcément, c'est pas drôle, hein. On sait bien qu'ils sont traqués. Donc Lucifer Safin arrive avec sa bagnole, tout le bordel. Et également, d'ailleurs, Lashana Lynch, enfin, le rôle de Nomi 007, arrive avec son Aston Martin pour sans doute aller les récupérer. Donc, attention, grosse course-poursuite en vue. Et là, ils mettent le bébé dans la voiture, dans une Land Rover. Siège sécurisé, je tiens à préciser, Maxi Cosi. Attention, bébé à bord. Putain, c'est clair, je me suis dit, dommage qu'il n'ait pas fait la petite phrase, mais ça aurait été pas bon. Et donc, du coup, ils partent avec la voiture, et là, il y a toute une armada de véhicules, en tout genre, hein, hélicoptères, Land Rover, moto, tout ce que tu veux, de Lucifer Safin qui part à la poursuite de ce véhicule avec un bébé à bord, je tiens à préciser. Et là, on a une scène où je me suis dit, ils vont quand même pas faire une course-poursuite avec un bébé dans la voiture. Si. Et là, il y a une course-poursuite avec justement cet enfant dans la voiture où il y a des bagnoles qui le bourrent dedans. James qui prend la voiture, qui barre. Enfin, en fait, il défonce des voitures en faisant des coups de volant. Sacré pilote, hein. C'est un peu parfelu, il faut pas se mentir. Il y a des troncs d'arbres dans tous les sens. Enfin bref, ça part un peu en sucette. Et là, il y a cette espèce de scène dans les bois où les voitures sont toutes dans les bois. Il sort de la voiture, il dit à Madeleine et à la fille de se planquer. Il prend un gun et là on voit James comme on l'a jamais vu, il est remonté, hein, vous ne passerez pas quoi, hein, tu vois, il est là avec son gun, il les défonce tous, donc c'est assez badass quand même. Très jeu vidéo dans l'approche, hein, vraiment presque des boss fights quoi, hein. Il y a une voiture qui arrive, il faut mettre des cordes, boum boum, la voiture tombe, et puis c'est vraiment une boss fight puisqu'il se trouve que dans une des voitures il y a l'agent américain, agent double qui a tué Felix Leiter plus tôt dans le film, donc c'est Monsieur de nouveau Sourire Colgate. Mais il y a des boss dans tout le film en fait, hein. Il y a lui, il y a également un autre homme avec un œil l'œil justement de Blofeld, donc il y a des espèces de boss, des niveaux en fait, exactement comme dans un jeu vidéo. L'italien qu'on voyait le type qu'on voyait dans la toute première scène en Italie, et il revient plus tard dans le film, donc voilà, il y a vraiment des scènes comme dans un jeu vidéo où voilà, il arrive à vaincre le méchant et il retourne et il voit qu'ils sont disparus, Madeleine et la fille en question, mais Lucifer est passé par là et il les a capturés dans son espèce d'île secrète où il y a tout ce qu'il faut pour faire ce virus, ou en tout cas c'est cette arme secrète. En gros, vous l'aurez compris, tout ce passage là avec cette fight dans les bois et cette fille, ça aurait pu ne pas être dans le film, mais c'est dans le film pour rajouter justement oui, pour tout le côté émotionnel, bien sûr. Le côté Bond à une fille. Ouais, bon, même si à nouveau à ce moment-là on te dit que non, mais t'as compris que oui. Et vraiment, à part dans Au service secret de Sa Majesté où Bond se mariait, pour rappel, je pense que c'est un des seuls James Bond qui est autant dans l'émotion, parce que et autant dans le côté privé de James Bond. Alors c'est clair que c'est quelque chose que plein de gens ont et vont détester, parce que tu démystifies un petit peu le personnage. On brise la recette, hein, mais en vrai, je trouve que dans ce film-là, ça fonctionne assez bien. Et moi, j'ai adoré en fait, parce que j'ai trouvé ça a une toute nouvelle dimension au film en fait. Parce bien que sûr. Un James Bond où il roule dans une voiture et il tape des voitures et il y a une blonde à côté de lui et voilà, tu dis bon ben voilà, c'est vu, c'est revu. Mais j'ai jamais vu James Bond devoir protéger une fille, un enfant, dans des bois comme ça avec son arme. Je me suis dit, il y a quand même une dimension beaucoup plus dramatique. Où c'est maintenant, il faut survivre, les gars, quoi. Il n'y a pas le choix, il y a un enfant, c'est peut-être sa fille en plus. L'intensité et de l'émotion, on est beaucoup plus haut que ce qu'il a déjà été. Exactement. À la Logan, quoi. Oui. oui, non, mais vraiment, c'est ça. Et clairement, on va parler de la fin du film et du méchant, etc. Mais s'il n'y avait pas tous ces côtés-là, ce serait pas un super Bond, hein. Non. Alors certes, on a dit que les scènes d'action, etc. étaient bonnes, hein. On a parlé de plusieurs scènes qu'on a trouvées très bien. Mais c'est parce qu'il y a plein de scènes très bien dans un film que ça fait un bon film. Et s'il n'y avait pas vraiment tout ce côté, la relation avec Madeleine, parce que j'ai pas encore beaucoup insisté dessus, mais je trouve qu'elle est vraiment très cool et qu'elle fonctionne bien mieux et que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'ils étaient en train de faire dans Spectre. Ici, moi, franchement, j'adore la relation entre Daniel Craig et Léa Seydoux. Je suis convaincu à crever. Et donc vraiment, s'il n'y avait pas tout ça, ce serait pas génial. La faute à ce méchant et ce côté un peu mégalo. En fait, No Time to Die, c'est vraiment le James Bond qui essaye de faire le lien entre tout ce qui a été fait avant et le Bond à la Craig. Tu sais, où les Bonds à la Craig, il y avait une espèce de rupture
justement avec ce qui avait été fait avant, un truc un peu plus réaliste, un peu moins macho, un peu moins ceci, un peu moins cela, un peu plus réaliste, un peu plus l'action, et en général il y va un peu plus, et on avait moins le côté gadget aussi, on n'avait pas Moneypenny qu'ils ont réinstauré à partir surtout de Spectre, déjà un peu dans Skyfall, mais surtout dans Spectre. Et donc ici vraiment No Time to Die il fait une espèce de, c'est un mix entre le Bond un peu moderne de Craig et le Bond un peu plus historique, parce que vraiment ce méchant mégalo sur son île au Japon, avec des méchants russes, enfin entre la Russie et le Japon, t'es de retour dans les années Roger Moore, quoi. Ouais, bien sûr. Mais alors, oui, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, justement, ce méchant du film vient éradiquer Spectre, et donc tu te dis, c'est de nouveau une nouvelle menace, alors que c'est le dernier James Bond avec Daniel Craig. On pourrait croire qu'il y a peut-être mieux pour boucler la boucle, en fait, qu'un nouveau gars sorti nulle part, quoi. Tu vois, ils auraient pu essayer de trouver une solution avec Spectre pour que ce soit un final, entre guillemets. Ouais, mais ils ont l'accord de Spectre, ils l'ont sucé jusqu'au bout. Hein. Bien sûr. Mais bon, voilà, on aurait pu croire. Donc voilà, donc c'est un nouveau méchant, nouveau plan machiavélique, très classique, sauf que maintenant, il est sur une île avec Madeleine et la fille présumée de James, qu'il tient en otage. Là, il y a quelques scènes un peu de présentation où il présente l'île, regardez, il poison, non, on a compris. Il montre qu'il est un badass. Et là, James, du coup, arrive avec Lashana Lynch en 007, qui lui a donné son matricule, du coup. Et avec Q. D'ailleurs, on n'a pas mentionné, mais dans les scènes à Londres, il y a une scène très drôle où Bond débarque chez Q avec Moneypenny. T'as l'impression que c'est The Bachelor ou une comédie, vraiment une comédie d'ado ou je sais pas quoi. Des collègues qui viennent bouffer l'un chez l'autre, quoi. C'est presque ça. C'est très surréaliste dans le monde de Bond, quoi. Mais c'était vraiment très drôle. C'est ça, on monte le quotidien de Q chez lui à la maison, et il y a Bond qui vient manger, ce qui est très étonnant parce qu'on a vu un restaurant ou dans un musée ou un truc. Bah non, il se voit dans la vraie vie, classique, tranquille. Donc c'est assez drôle. Parenthèse fermée, mais il débarque à deux sur cette île. On va dire au Japon. Voilà, avec Q qui est dans l'avion en soutien aérien. Exactement. Et donc du coup, voilà, l'objectif étant de tout détruire avec des missiles tirés depuis un avion, enfin un bateau mer, un bateau mirage, je sais pas comment on dit, anglais en tout cas, qui est pas loin. Et voilà, donc objectif atteint, ils réussissent à poser des explosifs dans la salle des virus. Il retrouve le scientifique russe qui a du coup vendu la mèche, et face à face avec le personnage de Lucifer, où il y a les discours classiques dans tous les James Bond, on en a déjà parlé, tu me ressembles, on tue tous les jeux des gens, qui est le bon entre nous, je ne sais pas, voilà. Mais sauf que maintenant il y a la fille qui est à côté, bien entendu. Et là James fait mine de s'excuser. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une arme et il essaie de tuer vite fait tout le monde, sauf qu'il n'y arrive pas parce que Lucifer disparaît dans une trappe comme ça, comme un magicien. Ouais, vraiment, c'est trop space. Et là, avec la fille d'ailleurs. Over the top. Et donc là, on se dit, bah voilà, c'est nouveau, c'est pas réussi, il doit trouver la fille. Sauf que, et là c'est quand même un moment un peu bizarre du film, faut bien se le dire, Lucifer est en train de s'encourir avec la fille pour se cacher quelque part, je ne sais où, et la fille lui mord le bras. Adore. Et donc là Lucifer se retourne, et plutôt que lui en foutre une, je ne sais pas quoi faire d'autre, il lui dit, si c'est comme ça, tu peux partir, mais tu n'auras pas ma protection. Donc il dit, bah oui, mais bon, le but c'était pas que tu la kidnappes, enfin je comprends pas le délire. Et donc la fille part, quoi, tranquille, et elle revient dans les bras de Madeleine et de James. Pépouze. Ah oui, non, mais je me promenais dans oui, j'étais caché sous la table, le palais. Hein. Et bon, on tient quand même par contre à préciser que dans la fameuse échange entre James et Lucifer, il lui explique que c'est sa fille. Ah. Oui. Le big reveal, il dit c'est ta fille. Bon, no shit, mais voilà, c'est ta fille. Et donc là, James est remonté, il arrive à faire évacuer sa fille et Madeleine de l'île. Et maintenant, l'objectif avec Nomi. Et qui est 007, mais qui n'a plus le matricule 007 à ce moment-là, vu qu'elle l'a filé par gentillesse. Objectif du coup maintenant de faire exploser toute l'île, sachant quand même que Nomi au passage a tué le russe avec une petite phrase un peu sympathique, où le russe lui parle de la race noire américaine, et il dit genre, tu sais, on pourrait faire en sorte que ta race survive, ou un truc comme ça avec le virus, bref. Et puis il lui dit, tu sais quelle heure il est ? C'est l'heure de mourir, je suis. Boum. Et boum, elle le balance dans voilà. Donc c'est pas mal, il y a d'autres trucs badass. Et voilà James qui du coup maintenant doit se sortir tout seul pour sauver le monde. Mais disons que vu que c'est sur cette île, c'était vraiment une espèce d'énorme bunker
pour pouvoir vraiment faire tout exploser, il doit ouvrir des anciennes protections antinucléaires, un truc du style, des espèces de silos. Oui, c'est ça, des silos à missiles qu'il doit ouvrir. Enfin. À la manivelle. Et oui, c'est vraiment ça, littéralement à l'ancienne. Tout en haut d'une tour. Alors que pendant ce temps-là, Lucifer s'était barré, a priori. Et puis oui, c'est ça, il doit aller ouvrir ces silos. Donc, grosse scène d'action où il doit monter toute une cage d'escalier, j'en ai parlé dans T'as aimé cette scène, hein? J'ai aimé de nouveau, c'est une très jeu vidéo où il doit monter toute une cage d'escalier en plan séquence et dézinguer des gars au passage avec des grenades qui lui tombent dessus tout le temps. Donc c'est assez drôle. C'est bien foutu, bien filmé, super. Donc là, il fait la fameuse boss fight entre guillemets avec le personnage avec son œil électronique. Oui. Il le tue, il arrive à la manivelle, il met la manivelle, donc les portes s'ouvrent, très bien, il va se casser, il descend et il tombe sur Lucifer Safin. Qui l'attendait. Qui n'était pas parti. Oh bah tiens, c'est ballot. Gros piège, fight, boum boum, 2 balles dans le corps de James quand même. Il se prend 2 balles, le mec. Ouais. Et Lucifer meurt, ou en tout cas il va mourir, et il craque. On n'a pas dit, mais c'est pas grave. Il craque une espèce de fiole dans laquelle il y a le virus. Et oui. Mais pas le virus pour James, ce serait trop beau. Le virus pour Madeleine et sa fille. Oui, c'est-à-dire que James ne peut plus les toucher. Exactement. Du coup, James est présenté par ce virus, donc ça veut dire que James pourrait contaminer Madeleine et sa fille. En gros, James tuerait Madeleine et sa fille s'il les revoit, tout simplement. Donc, grosse dramaturgie à la Shakespeare à ce moment-là du film, parce qu'on comprend que c'est un amour impossible avec sa fille et sa peut-être femme. Et donc, du coup, James, à ce moment-là, il s'est pris 2 balles, il remonte tous les escaliers. Tout seul cette fois-ci. Oui, parce que les trucs étaient refermés. Les portes sont fermées, forcément. Il fallait ouvrir. Et les missiles sont déjà tirés, donc t'as plus le choix. Là, on comprend que ça pue un peu pour James. Il remonte en haut de la tour, il réouvre les silos tout seul, et puis il va retrouver le doudou de sa fille, il l'attache à sa ceinture et il monte sur le toit pour regarder une dernière fois la terre, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est grosse séquence un peu héroïque avec la caméra qui tourne autour de lui. La scène est très très belle, je dois bien le dire. C'est très paradoxal par rapport à ce qu'on peut dire de tout le film, parce qu'il y a vraiment beaucoup de scènes qu'on aime beaucoup, mais et que ça n'en fait quand même pas un film parfait. Mais cette scène-là, elle est très belle. J'aime beaucoup ce que Zimmer fait avec la musique aussi à ce moment-là, et vraiment, je n'ai pas honte de le dire, j'ai versé ma petite larme à un moment, parce que c'était émouvant. C'est la fin de Bond. Bond meurt. Ouais. James meurt, Daniel Craig du coup meurt aussi au passage, vu qu'il ne sera plus là dans les prochains films. Oui, c'est ça. Mais en vrai, c'est un... Attends, on parlera de la dernière scène après. Enfin, le dernier message post-générique. Ah oui, non, mais j'allais dire, c'est une belle fin pour Daniel Craig en tant que James Bond, c'est ça que je veux dire. Tu vois, on savait que c'était déjà son dernier, déjà qu'il n'était même pas prévu dans le contrat de base, c'était déjà un +1 par rapport au contrat original. Et de nouveau, et là, c'est une belle fin pour lui. Et de nouveau, ça fait le film, cette fin. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça, plus le fait qu'il y ait une fille, plus tout le truc un peu shakespearien, fait en sorte que le film est intéressant. Si t'enlèves le fait qu'il meurt, si t'enlèves le fait qu'il ait une fille, et si t'enlèves l'espèce de poison qu'il a reçu à la fin, c'est chiant, quoi. Il va voir Lucifer, boum, c'est réglé, quoi. Le méchant est nul. Honnêtement, franchement pas terrible. Il est vraiment pas bien. Ses intentions, en vrai, on en a rien à foutre. C'est un peu éclaté au sol, quoi. Enfin, je veux dire, ok, il voulait se venger de la famille de Madeleine, quoi. Ça pourrait être un James Bond avec Pierce Brosnan, quoi. Ok, il se passe pas grand chose. D'accord, mais c'est un peu faible, hein. Et non, c'est pas un bon méchant. L'histoire générale du truc, il est pas très très intéressante. Elle tient pas trop debout quand tu réfléchis bien. Mais dans ce truc qui est pas terrible, il y a plein de choses intéressantes quand même. Ouais, il y a des idées, il y a des propositions, et il y a cette espèce de finale qui du coup rajoute une petite note un peu nostalgique. Ouais. Il part avec Madeleine au téléphone, il lui fait comprendre qu'il ne sera plus là. Elle comprend, très bien, ciao, on se quitte en ami. Et James explose. Et donc du coup, voilà, petit verre à la fin, petit scotch pour dire allez, on t'oublie pas James. Et puis hop, les missions reprennent au MI6 avec les agents qu'on a rencontrés du coup dans le film. Et voilà, rideau sur la saga James Bond avec Daniel Craig. Générique de fin. Et dernière scène post-générique qui nous dit James Bond reviendra l'année prochaine, on vous annonce le prochain James. Oui, il est juste mis James Bond will return. Et dans la presse, Barbara Broccoli et Michael J. Wilson avaient déjà annoncé que je ne sais pas s'ils ont dit qu'ils l'annonceraient en 2022. Oui, mais d'ici mars-avril ou je sais pas quoi. On s'en fout du mois, avec eux on sait jamais. Mais oui, il sera annoncé en 2022 qui sera le prochain James Bond, et d'après les premiers articles qui sont sortis, ce sera d'office un homme.
Oui, parce que alors c'est ça que ils font un peu les filous parce qu'ils te montrent la belle fin de James Bond. James Bond meurt. Ça, c'était jamais arrivé quand même. Donc James Bond est mort. Après 25 films, quand même. Après 25 films, oui, bien sûr. Il a fait son temps. Oui, mais je veux dire, c'est le genre de personnage qui pourrait ne jamais mourir. Et dans l'absolu, c'est ce qui s'était passé jusqu'à présent. Oui, c'est que le personnage ne meurt jamais. Pas comme demain, parce que demain ne meurt jamais. En fait, mais le problème, c'est que les films de Daniel Craig ont une certaine continuité. Il y a un fil rouge entre chacun d'entre eux. Et donc, c'est difficile maintenant de dire, oh, tout ce qui s'est passé, on redémarre à zéro avec un nouveau gars. Donc, le seul moyen de faire, c'est de faire boum à la fin. Alors, le truc, c'est que quand il est mort, je me dis, putain, merde, ils l'ont fait, quoi. Ils ont tué James Bond, super. Alors, quid de la suite de la saga. Et je précise que ça se termine quand même super mal. Hein. Donc James, il crève. Sa femme et sa fille vont grandir sans lui. Ouais. Voilà, on n'est pas dans une fin à la Christopher Nolan de Dark Knight Rises où tu les vois au restaurant en train de dire hey, salut Alfred, ça va. Ouais. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Quoi, non, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas d'espoir. Quoi. Non, c'est dramatique. Quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, quid de la suite de la saga. Sur le moment, je me dis, est-ce qu'ils vont avoir les couilles? Mais bien sûr que non. De poursuivre la saga 007, parce que ces dernières années, c'est 007 qui précède le titre. Oui. Hein, c'était mis 007 Spectre. Ouais, ils ont plus mis James Bond aussi, ceux-là. Oui. Et du coup, tu dis, est-ce qu'ils vont continuer avec 007 ou pas? Alors, le personnage de Nomi, je suis pas sûr qu'elle puisse avoir... Et qui rend le matricule quand même. Donc pour moi aussi, c'est un indice, tu vois. Mais oui, bien sûr. Mais est-ce qu'elle aurait pu porter une saga sur ses épaules? Après, je suis d'accord avec toi. Sur base de ce film-ci, non. Non, on est bien d'accord. C'est pas qu'elle est mauvaise du tout, c'est juste que pour tenir le rôle de James, il faut vraiment envoyer du pâté. Quoi, hein. Et ils ont pas fait de scène pour suffisamment. Où elle peut démontrer qu'elle pourrait vraiment par contre, tenir une série Amazon ou quoi, parce que maintenant ça a été racheté par Amazon. Ça, ils vont en profiter. La chaîne en ligne dans une série Amazon, why not? Franchement, ça pourrait le faire. Oui, ça pourrait être sympa. Après, bon, tout dépend des scénars, hein, parce que les séries d'action, ça peut vite péter. Hein. Tom Clancy. Mais voilà, en fait, à la limite, ce que je reproche peut-être un petit peu, c'est d'avoir fait une si belle fin, si émotionnelle, si choquante, pour te mettre le petit carton à la fin. James Bond revient, hein. T'inquiète pas, fille. C'était une blague. Donc, tout ça pour te taper un reboot de Derrière les fagots, qui en vrai, évidemment, est prévisible. Mais tu dis, ah putain, t'es encore dans l'émotion du truc, tu vois ce carton, t'es là, ah putain. Enfin, t'es content et c'est frustrant aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que parce que du coup, ça enlève le côté unique de ce film-ci, parce que ça le fait juste, ok, on boucle la boucle et on avance, quoi. Mais. Oui, c'est ça. Ça entache un peu le côté. Oui, le petit côté un peu unique. Après, bon, c'est pas grave. Et évidemment, on ira James voir le Bond prochain ne peut pas mourir et on sera très content de voir qui sera le prochain James Bond. Et surtout, quel boulot il aura. Parce que, je veux dire, Daniel Craig est quand même le James Bond qui, on peut dire ce qu'on veut, a rapporté le plus d'argent aussi, il faut le dire. Donc Oui, bon, après, il faut pas comparer. Oui, le modèle de distribution aujourd'hui n'est plus le même qu'avant, on est bien d'accord. Mais c'est surtout le James Bond qui a réussi à faire une transition dans le personnage tout en respectant quand même les codes. C'est-à-dire que à part ce film-ci, qui forcément peut diviser, parce qu'il y a quand même des trucs assez extraordinaires. Je veux dire, le fait qu'il ait une fille qui fait une palette de fruits, c'est quand même c'est intéressant. Il y a des trucs quand même qui sont là. Ok, je pense pas à James Bond quand je pense à ça. Enfin, tu penses pas à ça quand tu penses à James Bond. Oui, c'est ça. Enfin, tu vois, il y a toute une partie du film qui est vraiment un peu off-putting, comme on pourrait dire, pour les fans. Mais par contre, quand tu vois Casino Royale, etc., il a quand même réussi à amener une modernité tout en respectant le cahier des charges. Ça va être hyper dur pour le prochain de faire pareil, si pas plus en fait. C'est pas compliqué. Au début, les gens vont le bâcher comme ils ont bâché Craig. Un James Bond blond aux yeux bleus. Une tête de russe. Et puis, parce que il s'en est pris vraiment plein la gueule quand il avait été annoncé. Et puis, première bande-annonce, et les gens ont vu Casino Royale, ils ont fait OK. On n'a rien dit. Hein. Daniel Craig, il est génial et il a été génial dans tous ses Bonds. Voilà. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le docu qui est gratuit sur Apple TV+, qui retrace la carrière de Daniel Craig en James Bond, regardez-le, c'est vraiment cool. Donc, même si vous n'avez pas Apple TV+, normalement, vous pouvez regarder ça chez vous. Mais voilà, donc le prochain, enfin le suivant d'office, je pense qu'il va s'en prendre plein la gueule et puis après... à eux de nous convaincre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis la franchise au goût du jour avec justement les inspirations de Jason Bourne, par exemple, etc., qui sont sortis plus ou moins au même moment. Et donc on voyait bien la première scène déjà de Casino Royale, ce parcours sur des grues et tout, c'était très Jason Bourne dans l'âme. Et donc là, c'est l'idée de dire, ok, si on fait un nouveau,
sur quoi on va s'inspirer, tu vois. Fast and Furious, je ne sais pas. Directement l'espace. Tout va dépendre des choix des scénaristes, évidemment. Je suis pas un grand fan de Neil Purvis, mais aussi des choix de Broccoli et Wilson. Est-ce qu'ils ont encore un mot à dire malgré je pense qu'ils sont obligés de prendre un jeune parce que déjà maintenant la corde qu'on a jouée ces derniers temps avec Daniel Craig, c'était un peu genre il est sur la retraite, il n'est plus dans son temps. Oui, non, je pense qu'effectivement ils doivent jouer la carte un jeune très jeune en début de carrière. Voilà, vraiment Tom Holland quoi. Est-ce qu'ils vont garder Ralph Fiennes, Moneypenny, tout ça? Ah bah non. Ils pourraient. Judi Dench est resté M chez Pierce Brosnan et chez Craig, et puis le Q aussi qui était chez Brosnan avait fait les Bonds avant, donc il y en a il y a des personnages secondaires qui ont survécu au passage d'un Bond à l'autre, hein, donc à mon avis on va se taper un origin story de James, genre quand il faisait ses entraînements au MI6, un peu à la Kingsman, mais mais en plus sérieux. Non mais ça me dérangerait pas d'avoir un Bond plus jeune, très clairement, et je pense que c'est un peu ce vers quoi ils sont obligés d'aller, parce que ça fait des années qu'on dit Idris Elba et plein d'autres, mais Idris Elba il a plus de 50 ans, non, t'oublies, tu vas repartir sur une nouvelle corde avec James Bond, le c'est vieux, au moins 4 films, enfin je veux dire ceux qui ont fait moins de 3 ou 4 films, il y en a que 2, c'est Timothy Dalton qui en a fait que 2 et surtout tu peux jouer Lazenby qui en a fait qu'un, et mais sinon si tu prends un jeune, tu peux plus facilement jouer sur la modernité du personnage et le côté 1001 dans OSS 117 qui va dépasser, tu vois, qui est plus en phase avec la société parce qu'il est jeune, forcément c'est plus logique que d'avoir le côté un peu old school que Daniel Craig incarnait. Donc après quand on dit jeune, moi je veux pas Tom Holland quoi, tu vois. Il y a jeune et jeune. Il faut quand même au minimum fin de vingtaine, début de trentaine. Moi je trouve que le gars qui joue dans Bodyguard, Richard Madden. Ah, Richard Madden, oui. Ça pourrait être un candidat. C'est pas mal. Hein. Ça pourrait être pas mal. Il est quand même plus, ça passe plus qu'un Tom Hardy ou un truc comme ça. C'est déjà nouveau des gens. Non, ils sont enfin pour le rôle ils sont trop vieux parce que faut prendre tu dois faire des films sur 4 films. 4 films c'est pas 4 ans. Hein. C'est 10 15 ans de ta vie, hein. C'est clair. Oui, c'est 15 ans et minimum. Si c'est possible de faire 20, tant mieux. Hein. Pour eux, c'est encore mieux, c'est plus facile. Oui, bien sûr. Donc James, il s'est cassé comme 2 fois. D'Aikri, qui s'est cassé une fois la jambe et une fois un bazar, donc pas très pratique non plus. Non, c'est sûr. Bref, vous l'aurez compris, on a fait un long épisode quand même, mais ça valait la peine de reparler de Mourir peut attendre, des différents spoilers dans le film. Une dernière impression sur le film, Thibaut. Enfin, on en a déjà un peu parlé, mais si t'as quelque chose à dire pour conclure. Globalement, voilà, je trouve que c'est un bon film et pas un bon film. On a dit répéter ce qu'on aimait beaucoup, plein de séquences qui sont vraiment très très cool. J'aime beaucoup tout l'aspect émotionnel et privé du film, enfin privé du personnage de Bond. Mais c'est vrai que sans ça, le film n'est pas le même et le film ne fonctionne pas du tout en fait. C'est ça, le film arrive en fait à nous laisser investir dans le film, nous garder dedans, parce qu'il amène des éléments qui nous donnent envie de regarder la suite. Mais s'il n'y avait pas toutes ces espèces de petites de poudre de perlimpinpin, c'est vrai, il y a un peu de ça, on a un peu l'impression qu'on nous a un petit peu floué, enfin tu vois, parce qu'il y a tellement de trucs qui sont pas logiques, tellement de trucs qui ne tiennent pas la route, qui sont pas intéressants, mais qu'on a réussi à nous maintenir éveillés pendant tout le film avec quelques séquences, quelques infos, quelques révélations, et alors du coup c'était pas mal. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans l'absolu, en termes de qualité, et ça je l'ai déjà dit dans l'autre podcast, donc désolé pour ceux qui l'ont écouté, je vais répéter, mais c'est du milieu dans le classement de Daniel Craig, après Casino Royale et Skyfall, mais avant Quantum of Solace et Spectre. Mais dans l'absolu, c'est peut-être un des plus marquants. En tout cas, ça va devenir un des plus marquants, parce que voilà, Bond a eu une fille, Bond était papa, Bond est mort. Donc est-ce que en termes d'importance, ça va être dans le top de chez Daniel Craig? Je pense que possiblement oui. Mais voilà, en termes purement qualitatifs, ça reste quand même du milieu de classement, parce que voilà, il y a quand même les défauts sont des gros défauts, quoi. Exactement. Voilà en tout cas notre avis sur No Time to Die. On n'a pas changé la cote entre temps, on a toujours un 3. Ah non, on n'a pas fait de cote, c'est vrai. On avait dit qu'on a gardé la parce cote. Parce que on a enregistré même pas une demi-heure après sortie de la salle. Mais oui, pour moi c'est du 3 étoiles. Exactement. Parce que oui, Casino Royale et Skyfall pour moi là c'est vraiment du 4 et plus. 4,5 limite pour Casino Royale. Clairement de toute la saga Bond, ça fait parmi... Oui, si je devais citer 5 Bond, je mettrais sans doute Casino Royale et Skyfall, quoi.
Oui, je pense. Donc c'est quand même pas rien. Et je mettrais peut-être là comme ça à chaud GoldenEye et non, ne fais pas à chaud pour un truc pareil, c'est tellement difficile. Ouais, j'aurais dû préparer. Mais enfin voilà, c'est du bon, c'est quand même du bon film. Exactement, voilà. c'est du très bon James Bond. Et si vous avez aimé les James Bond avec Daniel Craig, bah voilà, c'est le film à voir pour terminer ça sur une note quand même assez spéciale, hein, comme on l'a dit, c'est assez étonnant. Et ça donne plutôt pas mal pour ces scènes-là. Donc voilà, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de moins bonnes choses, vous l'aurez compris. C'est un 3 étoiles. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour des recommandations et des épisodes un peu plus courts.